Je vais faire appel tout d'abord. Christian Amat, Fabien André, présent. Alain Barre, présent. Nadège Zélaïm Isser, non. Bertrand Bonnard, présent. Sébastien Bourrin, non, à donner procuration. Corinne Cabane, à donner procuration. Faustine Delambre, présent. Afida El Kedari, présent. Jacques Ferrer a donné procuration. Alors, Jacques Ferrer, procuration à Lionel Garavé, comme je ne l'ai pas dit. Corinne Cabane, c'est l'inverse. Corinne Cabane pour François Michaud. Et Jacques Ferrer pour Lionel Garavé. Donc, voilà Garavé, donné procuration. Martine Galli. Émilie Gérard, Linda Caldiva, Nicolas Morin, présent, François Michaud, présent, Emmanuel Plat, présent, Marc Solaire, présent, et Elisabeth Nadieu dans les procurations, Christian Amat. Rapidement l'ordre du jour, avec d'abord l'approbation du procès verbal des deux dernières séances, ainsi que les délibérations, dont les décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations, les délibérations avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 délibérations donc à l'ordre du jour. Il y aura ensuite les questions orales et les informations. Tout d'abord, en premier lieu, donc, je mets à votre approbation le procès verbal, notamment du siège du 4 décembre 2024. Avez-vous sur ce procès verbal des modifications, des commentaires ou ce que je voudrais faire? Ah pardon, c'est pas forcément ce que j'ai oublié. Marc, tu vas te recoller. Oui. Tu n'as pas fait grand-chose la dernière fois, je te propose, il était chaud de poursuivre. Donc, Marc Solaire, notre secrétaire de la séance. Donc, y a-t-il des remarques ou des modifications à apporter à ce procès verbal? Non, c'est bon pour tout le monde. Non, on n'a pas reçu. Non. Et il n'est pas joint? Bien. Non. On va dans les pièces. Ah, la chemise. Bon, donc on ne met pas l'approbation, on mettra la prochaine fois. Je ne vais pas reçu. Je passe ce point. Alors, les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Alors, tout d'abord, la mise à jour de notre contrat d'assurance, notamment la flotte automobile. Ça concerne l'intégration d'une remorque anti-véhicule bélier pour transporter les différentes structures là, que l'on partage notamment avec 5 communes. Donc on a tout de même été obligé quand même de participer, on va dire, notamment sur le contrat d'assurance. Il y a également la demande de subvention qui a été faite au titre de la DETR, qui sont des fonds qui sont présentés par l'État dans le cadre de la réhabilitation de déchets en salle associative. C'est quand même une décision qui sera adoptée d'une délibération, puisqu'il y a certains partenaires financiers qui exigent une délibération. Donc je verrai, c'est un point que nous abordons aussi à l'ordre du jour tout à l'heure. Il y a également la consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la trésorerie en logement et commerce, qui a été attribuée à l'entreprise JRZ Architecture, qui est une entreprise de Jacou. Bonjour, Sylvia, si tu peux préciser quand elle arrive. Donc une maîtrise d'œuvre pour un montant de 48 600 €, qui consiste donc à l'assistance à la maîtrise d'œuvre sur de la conception à l'achèvement des travaux. Cette maîtrise d'œuvre a été notifiée le 18 décembre 2024. Ensuite, une demande de la Direction générale des finances publiques qui est arrivée entre nos deux derniers conseils pour une admission en non-valeur de créances
de 2022-2023 qui sont irrécouvrables sur le compte 6541 pour un montant de 60,30 €. Et puis un don d'une œuvre d'art qui nous a été gentiment attribuée pour la médiathèque, donc de Madame Alvarado, qui a exposé à la médiathèque du 3 décembre au 25 janvier, et donc elle a offert cette œuvre, elle est visible, rapide à la médiathèque. Voilà, on va l'accrocher. En ce qui concerne les concessions, donc il y a eu 3 concessions donc, qui ont été cédées donc, au mois de décembre et en début d'année. Ce sont des concessions familiales. En dossier d'urbanisme, l'arrêté des dossiers au 31 décembre 2024, 23 permis de construire, 83 déclarations préalables, 4 permis modificatifs, 27 décisions, déclarations d'intention d'agréer et 78 certificats d'urbanisme. Vous avez bien chargé. En ce qui concerne ces dossiers, depuis le début de l'année, un permis de construire a été déposé, 3 déclarations préalables, 0 permis modificatif, 1 déclaration d'intention d'aliéner et 3 certificats d'urbanisme. Une question. Oui. La DIA concerne quel terrain? J'y arrive. Les DIA, justement, les DIA qui concernaient, ce sont des DIA, il y en a une donc, qui est 68 chemins de la Tour de Vias, ce sont des DIA de 2024. Sur 68 chemins de la Tour de Vias, c'est un terrain à bâtir. Ensuite, il y a un autre terrain, 26 novembre 2024, c'est une propriété avec maison d'habitation chemin des Morts. 4 décembre 2024 aussi. Ensuite, il y a deux DIA en attente sur 2025, notamment 3 janvier 2025, donc sur une parcelle 108 chemin des Courages qui n'est pas encore faite. Donc il s'agit de la parcelle AN 110. C'est la parcelle AN 110. D'accord. Du coup, en effet, donc là c'est en cours, c'est pour valider, c'est ça? Cette DIA n'a pas été signée, mais elle va l'être là dans la lettre. D'accord. Et bon, non, moi c'était juste pour relever que je considérais qu'elle pouvait être d'utilité publique parce qu'elle jouxtait le groupement scolaire. Qu'en effet c'était un avis peut-être à concerter en groupe, y compris avec des habitants, puisqu'en fait il en va de l'avenir de la commune. Donc voilà, je voulais savoir comment ça avait été décidé, avec quel on ne fera pas le droit de préemption sur cette parcelle pour des raisons déjà budgétaires en premier lieu, puisque quand même c'est une parcelle qui est bâtie, qui représente une charge importante pour la commune, et qui opérerait en tous les cas aujourd'hui l'engagement des autres projets que la commune suit. La commune aujourd'hui ne peut pas, elle n'a pas les moyens qu'on croit du traiter. Aujourd'hui il y a des choix à faire, il y a d'autres opérations, notamment immobilières ou foncières, qui pourraient s'annoncer prochainement, et sur lesquelles la commune doit être prête, avec des enjeux bien plus importants que ce terrain, qui, le demeurant aujourd'hui, nécessitera des aménagements importants, parce qu'il n'y aura pas seulement l'acquisition du terrain, il y a la démolition, la requalification, et tout ça pour créer du parking sur 4 temps de jour, matin, midi, début d'après-midi et soirée, avec quand même un terrain qui quand même pas certainement d'une utilité publique s'il avait été classé comme ça dès le départ. Là aujourd'hui cette opportunité revient trop cher à la commune par rapport au positionnement et aujourd'hui à l'encouragement que nous faisons d'une manière générale d'inciter aujourd'hui les publics et notamment les publics qui fréquentent l'école à venir avec des moyens de mode de vie. Eh oui, mais c'est comme ça aujourd'hui. On ne crée plus des parkings aujourd'hui. On incite les gens à venir à pied et à possible. On parle de quel budget pour l'acquisition de ce terrain? On peut savoir le budget. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Hein. Moi, je suis désolé, on est sur. Si on parle de la DIA, on est sur une déclaration d'intention d'agréer. Je suis désolé, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans la couche. Je vais pas. Cette déclaration, quand elle sera signée, elle sera publique, elle sera connue. Vous aurez les montants. D'accord. Dans tous les cas, aujourd'hui, en considération, la commune ne peut pas financièrement aujourd'hui, et on abordera dans très peu de temps les débats d'orientation budgétaire. J'y reviendrai et j'expliquerai pourquoi. D'accord.
État civil, reconnaissance, en 2024, il y en a une, en naissance, il y en a eu 16, mariage, il y en a 7, décès, il y en a 18, transcription de décès, 12. En 2025, nous avons un mariage en télévision et nous avons malheureusement déjà 3 décès. Voilà pour les décisions prises par le maire. Est-ce que vous avez des besoins de précision, des questions par rapport à cela? Donc, je vous demande de prendre acte donc, de cette communication. Le premier point, compte personnel de formation. Alors, dans la fonction publique, le compte personnel de formation donc, est composé en fait en deux comptes qui représentent 2 objectifs distincts. Tout d'abord, le compte personnel de formation, le CPF, qui permet donc à l'agent de suivre des formations qualifiantes afin de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle, comme on connaît le CPF. Et il y a également le compte engagement citoyen, c'est un compte qu'on appelle CEC, qui vise à reconnaître et à encourager l'engagement citoyen, favoriser les activités bénévoles ou volontaires et faciliter la reconnaissance des compétences acquises au travers de ces activités. Alors nous, notre rôle, bien évidemment, c'est d'accompagner les agents dans leur évolution professionnelle. Donc la délibération qui est proposée aujourd'hui, c'est tout simplement pour définir les modalités de mise en œuvre de ce CPF. Il y a donc une période d'instruction, il y a le formalisme évidemment des demandes qui sont prévues, les critères d'instruction des demandes et la prise en charge financière des frais de formation par la collectivité. Voilà un peu consiste tout. Donc bien évidemment, nous devons mettre au budget les crédits qui correspondent donc sur les frais que la collectivité pourrait engager dans le cadre de ce compte de personnel de formation. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ou des remarques? Personne. Donc je vous demande d'adopter donc le dispositif cadre de mise en œuvre du compte personnel de formation CPF, mais ici des agents de notre collectivité, d'inscrire les crédits correspondant au budget de la collectivité, et de m'autoriser donc à signer l'ensemble des actes afférents à la mise en œuvre de ce dispositif. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il y a 4 donc. Organisation du temps partiel. Alors le temps partiel, comme vous savez, c'est un aménagement du temps de travail qui peut être accordé aux agents municipaux, mais dans le cadre du respect des nécessités de service et des dispositions légales en vigueur. Donc l'organisation, notamment en ce qui nous concerne, est organisée en 2 parties. Pour les agents qui ont un cycle de travail hebdomadaire, sur une base évidemment hebdomadaire, c'est quasiment le plus important, mais on a également des agents qui sont en cycle de travail annualisé. Donc là, on doit le traiter en fonction du cycle de travail annuel, avec la possibilité d'ajustement hebdomadaire si nécessaire, pour pouvoir donc répondre à ce temps partiel. Donc il s'agit aujourd'hui de nous autoriser à définir l'organisation du temps partiel pour permettre à nos agents d'en bénéficier s'ils le souhaitent. Il y a des questions. Des questions, je le vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 4. Convention de mise à disposition de terrains communaux. Comme vous le savez, on a malgré tout quelques espaces communaux qui s'apparentent à quelques friches, qui augmentent notamment le risque d'incendie. Donc nous proposons de renouveler une convention que nous avons d'éco-pâturage avec des ovins et caprins, avec l'association OC-Patus, donc qui est située à Saint-Gilles-du-Fesque, avec qui nous avons déjà conventionné. Nous souhaitons leur attribuer donc une surface donc à exploiter de 3 hectares 0 ar 27 centiares, 30 027 mètres carrés, avec une convention que nous proposons pour 1 an renouvelable par participation avec un maximum de 3 ans. Le montant de la redevance donc d'occupation à titre gratuit, toutefois, compte tenu des contreparties supportées par l'association et notamment en termes d'éco-pâturage sur les terrains communaux, il est proposé donc de verser une indemnité sous forme d'une subvention à l'association OC-Patus de 2 500 €
sous couvert évidemment de l'entretien effectif des parcelles qui sera soutenu. Voilà ce qui vous est proposé, est-ce que vous avez apporté à des questions? J'ai une question. Je voulais savoir s'il s'agit de 3 hectares ou de 6 hectares. Non, c'est 3 hectares. D'accord. Si on totalise les surfaces qui sont mentionnées un peu plus haut dans la convention, il s'agit de 6 hectares, exactement 61 350 mètres carrés. Alors, Donc, soit il faut indiquer que ces surfaces sont partielles, soit il y a un problème dans le calcul. alors, il y a que Cherbourg, visiblement, 2 hectares, 17 arts et 62 centiards, c'est ça. Après, il y a des surfaces pâturées 60 à ajouter. 2. Ouais, apparemment, il me semble qu'il faut un peu plus. 2 hectares, il y a 2 hectares aussi à Pioche-Coulou, donc ça fait déjà 4. Plus 1 hectare de plus, puisqu'il y a une partie pâturée, il y a une partie. Attends, non, c'est pas ça. Pioche-Polou, c'est. En fait, il y a les contenances des parcelles, et puis après, il y a la surface pâturée. Donc en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Il y a la contenance totale des parcelles, Ouais. d'accord, et après, en surface pâturée. En fait, c'est les surfaces pâturées qui sont revenues dans le document. Donc les surfaces pâturées, c'est Voilà. bien 3 hectares, 0 et 27 centimes. Ouais, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être juste rajouter à ce moment-là, composer des parcelles cadastrales partielles. Partielles. Bon, c'est les parcelles pâturées hein, qui sont concernées. C'est pas pâturées pour que ça corresponde. Je vais ajouter pâturé, Pâturé. et comme ça sera plus clair. C'est ça. Voilà, surface pâturée de 30,27 mètres carrés. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et au vote, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Pardon, j'ai pas vu. Non, il n'y a pas eu de vote. C'est bon. Merci. Aide exceptionnelle au financement d'un projet scolaire. Alors, on a reçu de la part de Madame la directrice de l'école élémentaire, Paulette Martin, une sollicitation pour une aide qui a été également adressée aux communes du Triadeau et de Saint-Jean-de-Vicule dans le cadre du RPI pour l'obtention d'une aide financière exceptionnelle donc, de 2 000 € visant à financer une classe verte qui doit se déplacer à Marseille. 3 classes de l'école, c'est ça, c'est 3 classes de l'école, 70 enfants qui devraient bénéficier de ce voyage. Si tu veux donner quelques précisions, Faustine. Il y a eu une demande exceptionnelle effectivement sur ce projet. Il y a une demande aussi par rapport à l'association Mon École et moi pour avoir un soutien. Et il s'agit que du coup les bus scolaires de 70 personnes accompagnantes étaient bien plus chers que ce qui était prévu. Donc ils ont sollicité les mairies pour que ce projet puisse voir le jour. On s'est concerté et effectivement, comme ça, on est dans une commune où le dernier projet de sortie scolaire date de pas mal d'années, puisque le dernier projet c'était une sortie ski d'une scolaire. Ils ont dû faire 2 000 parce les enfants sont âgés de 15-16 ans. Ils ont dû faire demi-tour parce qu'il y avait trop de neige. Voilà, c'était aussi encourager les enseignants à montrer qu'on était là sur les initiatives de sortie scolaire et qu'on était favorable, ce qui a relancé aussi une dynamique auprès des parents de soutenir ce type de projet, puisque ce n'est plus du bénévolat de la part des enseignants. Donc voilà, je vais préciser quand même après derrière, on rencontre avec la directrice, c'est qu'on ne pourra pas non plus financer et venir toujours sur tous les projets tous les ans, mais voilà, c'est de encourager et on est favorable en tout cas, les enfants sont ravis. Parfait. Donc là, on a fait un petit ratio, un petit calcul, puisque bon, l'aide financière pour tous les budgets est de 2000, donc bon, dans ce cas-là, on fait toujours une règle de 3, donc avec nos 2 collègues des 2 communes voisines, donc on participera avec la 1300 € et le solde sera partagé avec la commune de Saint-Jean-de-Vicule et du Triadoux, que nous peut-être déjà délibéré ou répondu sur cet appel de fonds pour une sortie scolaire. Voilà ce que je pouvais vous dire en explication avec le poste. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc il y avait de participants.
Elle va pas participer. Ah oui, pardon, Ah, pardon. ça va, Alors attendez. Trois assemblées. Alors, en effet, alors les parents d'élèves, non, mais normalement, ils sont sortis même avant de monter. Voilà, bah, peut-être sortir sur le coup, mais ceux qui sont concernés par des enfants qui vont voyager dans le cadre de cette sortie, et tu vois que donc ces 4 et 5 avec Douanel Garnier ne participent pas au vote. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'abstention, c'est de ne pas participer au vote. Et pour les personnes qui restent, donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Donc il y a 3 abstentions. Voilà. Donc, on peut dire directement. On peut déjà revenir. C'est génial. Vous pouvez rentrer. Voilà. Vous pouvez préparer les bagages, ça a été voté. Avec 3 abstentions. Demande de financement du projet salle associative. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le expliquer aujourd'hui, la commune des Battelles, donc, on a été lauréat du programme Village d'avenir, qui est un programme qui est porté par les services de l'État et la NCT. À ce titre, donc, notre commune a bénéficié d'un accompagnement en ingénierie. Notamment, donc, nous avons un agent de la direction des territoires et de la mer, donc, qui est chef de projet et qui est dédié à l'accompagnement des communes, et notamment pour accompagner donc, cette prise en charge financière d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour notre projet, donc notamment de réhabilitation des chais du Clos Saint-Paul, à transformer en aménagement donc, de salles multi-activités. Donc cette ingénierie nous accompagne dans la consultation donc, pour une maîtrise d'œuvre. Nous avons dans ce travail qui est réalisé actuellement donc plusieurs pistes de travail qui sont engagées, avec notamment un projet en 2 phases. Une première phase donc, qui concerne la requalification des chais techniques que vous connaissez tous, qui sont au bord de la route de Montpellier, qui sont très très peu d'ailleurs pratiques pour les services, qui doivent être donc vidés de leur contenu pour être requalifiés donc en salle associative avec une surface totale de plancher de 296 m² exploitables. Il y aura ensuite une deuxième phase de travaux qui consiste à la réhabilitation et à la rénovation de la maison du parc Voitou, rez-de-chaussée et étage, avec là une redistribution à vocation associative, avec la création, on va dire, on est sur les surfaces existantes, on sera sur les, il n'y a pas de modification de façade sur cet endroit, mais ça sera une deuxième phase de la réhabilitation. Aujourd'hui, il est question d'engager la première phase et pas tout de suite la seconde. La seconde de pouvoir faire l'objet de travaux ultérieurs et elle peut tout de même être aujourd'hui utilisée. Donc, je vous rappelle le contexte qu'aujourd'hui, donc, on dénombre quand même un nombre d'associations de plus en plus importantes. Ces associations, notamment, proposent des activités assez variées, avec notamment des activités sportives, de la danse, du pilates, ou des choses comme ça qui nécessitent aussi des salles un peu plus, je dirais, typées. Le nombre d'associations sur la commune a augmenté ces dernières années, nous l'avons répété, même si là, cette année, il y en a, je crois, 1 ou 2, 3 qui vont peut-être se mettre en sommeil et qui n'étaient pas consommateurs de salles en soi, donc consommatrices pardon, de salles, donc l'incidence sera quand même assez réduite. Aujourd'hui, la typologie des salles, comme vous connaissez, pas tout à fait bien adaptée. Bon, il y a ces problématiques aujourd'hui de l'usage de l'ancienne école maternelle qui présente des signes de faiblesse et de vieillissement assez importants et pour lesquels il faut aujourd'hui rapidement trouver des solutions à ce problème. Nous avions exposé la possibilité de créer une salle d'activité, vous l'avez compris, ce projet est pour l'instant retardé pour des raisons principalement budgétaires et pour aussi réfléchir à l'intégration, je dirais, beaucoup plus adaptée de ce bâtiment par rapport à la proximité, notamment des maisons qui sont aujourd'hui déjà construites et qui
sont installés, notamment au lotissement Puy-Cherbourg. Il y aura une possibilité d'implanter cette salle qui reste nécessaire, qui restera nécessaire. Il faut savoir que ce projet-là ne remplace absolument pas les besoins d'une grande salle pour la commune de Madel. Ce besoin-là, il y est toujours et il sera nécessaire de construire un jour une salle pour notre commune. Ce projet sera décalé dans le temps, il sera repris dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme et notamment dans le cadre de l'opération d'aménagement qui sera proposée dans le cadre de la révision. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement avec la constitution du comité de pilotage de la révision du PLU. Donc là, le nombre d'associations de la commune est assez important, les créneaux sont très très remplis, donc il nous faut trouver des solutions notamment pour accueillir dans de bonnes conditions donc l'ensemble du tissu associatif et également pour les besoins propres de la commune, puisque comme vous le savez, on est quand même un peu limité, notamment ici sur cette salle du conseil municipal, pour notamment les événements de mariage, notamment où on est quand même notamment juste en place, et en termes de sécurité, c'est même pas non plus idéal de ne pas pouvoir sortir, je dirais, en toute sécurité sur l'avant de la mairie. Donc cette salle sur le Clos Saint-Paul servira également de salle de mariage dans un environnement qui sera quand même plus adapté, on va dire, que celui d'ici, du centre-village. Ce sera une belle alternative, on pense, pour pouvoir accueillir les familles. Donc l'opération s'engage. L'ingénierie donc va se charger là maintenant de réaliser la maîtrise, de faire la recherche de la maîtrise d'œuvre. Donc il va y avoir donc il y a tout un dossier qui est quasiment prêt. Les dossiers vont être maintenant déposés dans les différentes instances partenaires, notamment financières, pour obtenir l'accompagnement qui sera nécessaire. On a déjà un engagement vis-à-vis de l'État, puisque comme il nous donne une ingénierie gratuite pour mener ce projet, on a bon espoir que derrière, nous aurons des financements de l'État, mais nous allons demander aussi des financements, notamment au département, même si le département en ce moment n'est pas meilleur de sa forme, je vais sur les subventions publiques, et également à la région dans le cadre de la requalification d'un patrimoine ancien. Donc voilà les sollicitations que nous allons faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous sollicite donc sur une délibération pour pouvoir demander ces accompagnements financiers aux partenaires État, région et département et à la communauté de communes, notamment sur son fonds de concours. Oui, je voulais savoir du coup, cette demande de participation, du coup, elle est à ce stade, c'est quoi? C'est un pourcentage? C'est sur la base d'un montant que vous connaissez? Alors, pour l'instant, l'ingénierie, elle est prise en charge par les services de l'État. Là, ils sont chargés en effet d'établir le projet. Donc, le projet, ils ont déjà dessiné des plans, des perspectives, je dirais, de comment ces locaux pourraient être aménagés. Et donc, on est dans les chiffrages. Il y a déjà un pré-chiffrage qui a été réalisé. C'est une opération qui est de l'ordre de 1 million d'euros. Sur l'ensemble des deux bâtiments. Sur l'ensemble du premier bâtiment. Premier bâtiment. Le deuxième bâtiment fera l'objet certainement d'une qualification ultérieure, mais ça sera forcément beaucoup moins gros, puisqu'il y a beaucoup moins de travaux à faire que dans le premier. Ça reste un estimatif. Et ces estimatifs, ils sont réalisés par qui? Ils sont réalisés par un bureau d'études, mandaté par l'État. Il est fait sur le comptable. Voilà. Bon, il y a quand même des travaux importants, puisque c'est quand même une transformation forte. Bon, je rappelle que dans ce bâtiment, il y a des anciennes cuves qui sont à l'intérieur. Ce sont les ateliers techniques, donc il y a aussi pas mal de choses, bien évidemment, à déplacer. Mais il y a un très très bon volume qui est très intéressant et qui permettrait de créer soit deux salles, soit une grande salle, soit une salle qui pourrait être, je dirais, cloisonnée au besoin. Il y a plusieurs possibilités qui sont proposées, également des locaux de stockage, et puis l'ensemble des commodités qui sont nécessaires maintenant quand on a une salle
de cette nature, notamment ce qui concerne les toilettes, l'écologie, PMR, ça bien évidemment expliqué. Les façades que vous connaissez, qui sont aujourd'hui des portails d'accès au bâtiment, seront bien évidemment traités dans le cadre de cette opération par des ouvrants vitrés qui permettraient donc d'avoir cette transparence, on va dire, à la fois des activités de la salle, mais aussi d'avoir une entrée de lumière dans l'ensemble du bâtiment. Voilà, donc c'est un beau projet. Ça répond tout à fait au principe, on va dire, de la portée que veut donner aujourd'hui l'État dans son qualificatif de lauréat de programme Village d'avenir. Voilà, donc voilà, on a un beau projet qui correspond et qui coche bien toutes les cases. Est-ce que vous avez travaillé sur la nomination d'architecte? Vous pouvez nous en dire plus? Alors pour l'instant non, puisqu'il va y avoir un appel d'offres. Donc là pour l'instant c'est l'ingénierie, uniquement. Bon, l'ingénierie, donc elle est prise en charge, donc c'est pas mis, donc pas de pour l'instant. J'ai pas plus à en dire sur l'instant. Donc après il va y avoir le montage d'un dossier complet avec une consultation, recrutement et après il y aura la phase travaux, donc pareil, il y a tout le temps. Donc moi je suis tout à fait favorable pour le projet, j'en étais aussi investigateur. Seulement à ce stade, qu'en est-il de ce volume? Parce que là, vous semblez dire qu'il puisse être séparé en deux ou être un seul volume. Moi je crois qu'il y a quand même une contrainte qui est très importante, c'est celle des deux toitures qui sont antagonistes, avec un mur porteur très important au milieu, et de savoir à ce stade, dans l'estimation de 2 millions d'euros, comment vous le traitez en fait? Comment vous arrivez à faire en sorte que cette salle puisse être un volume? Alors moi je ne traite rien du tout, hein. Moi je me contente de reprendre ce qui m'a été donné. Derrière, il y a un bureau d'études. Vous, l'ingénierie, c'est l'ingénierie, hein. C'est des gens très compétents qui ont bien évidemment qui ont proposé ces deux options. Il appartiendra après de décider en effet si c'est un volume, si c'est un volume, et comment on le traite après. Il y aura peut-être des impacts financiers qui seront induits par le fait d'en faire deux au lieu d'un, ou l'inverse. Bon, ça arrivera plus tard, hein, je dirais. Pour l'instant, on est sur l'écriture d'un cahier des charges, hein, écrit par voilà, une ingénierie qui est tout à fait compétente, je dirais, pour dire on peut faire cette chose comme ça. Et vous savez le pourcentage qu'on pourrait estimer en termes de subvention sur cette enveloppe de 2 millions d'euros? Alors, c'est assez compliqué aujourd'hui de faire des avances hein, sur les subventions, mais j'espère, j'ai bon espoir qu'on puisse financer à peu près 50%. Qui serait très bien. Qui serait très bien. Et pour une question pour le Clos Saint-Paul sur le budget Le Clos Saint-Paul, pour le moment, le budget n'est pas arrêté. On a déjà on a regardé toutes les faisabilités en termes d'aménagement en restant sur les surfaces existantes, c'est-à-dire sans faire de démolition, de casse importante. Donc on est plutôt sur de la requalification de pièces, hein, mais on reste quasiment sur les mêmes volumes. Donc devant, il n'y a pas beaucoup de travaux en soi. C'est pour ça qu'on a préféré le dissocier et faire une deuxième tranche, plutôt que de se charger une première tranche qui imposerait peut-être de ne pas pouvoir réaliser la première. On préfère réaliser la première. Et on sait qu'on peut, en première intention, déjà utiliser ces locaux, ils sont déjà utilisés aujourd'hui, ou sur une partie. Et donc, on pourrait continuer de les utiliser et engager une phase de travaux plus tard. Mais on aurait au moins la première phase livrée, ce qui nous permettrait d'avoir... ça, c'est urgence. Cette phase-là, elle est vraiment urgente. L'autre est beaucoup moins urgente. Le calendrier de la première phase, donc des déchets pour l'instant, le calendrier, donc là, le bureau d'études a terminé, on va dire, son travail d'investigation. Derrière, il va y avoir la consultation de la maîtrise d'œuvre. Donc bon, après il y a un petit temps, puisque c'est un appel d'offres, hein, donc après il y a le délai de traitement, le choix de la maîtrise d'œuvre. Après, il y aura le lancement de la consultation des entreprises, qui doit durer là aussi, il y a le permis aussi d'abord, avec le délai de purge. Donc voilà, c'est quand même un petit temps, hein, si tout va bien. Nous, on va l'inscrire au budget 2025, je dirais, dans une phase de travaux 2025. Hein, on en parlera dans le cadre du budget,
faire de budget, on va l'inscrire en 2025. Mais bon, la réalisation, le début des travaux, tout va dépendre de comment les choses vont s'enchaîner. Et si on a les réponses aussi sur les subventions, parce qu'à un moment donné, bon, c'est un projet qui ne peut vivre que si on est subventionné. Donc tout ça, il faut quand même. Voilà. Donc j'ai pas de calendrier encore arrêté, mais on aura certainement un défi. S'il est prévu un concours d'architecte. Non, On touche pas le bâtiment, en fait, c'est que ça alourdit quand même. Ça alourdit la procédure, déjà, bon, c'est beaucoup plus long. Puis bon, ça faut les payer. Bon, Sur la phase 2, hein, c'est ça, on parle sur la phase 2? non, moi je parle de la phase 1. La phase 2, La phase 1, dont tu parlais. Oui, sur, tu sais, la question qui se posait, en fait, c'est... Là, franchement, elle est bonne, on a vraiment une travaux d'ingénierie. Pour l'instant, ça ne coûte rien, c'est plutôt précieux, parce que c'est vrai que l'ingénierie, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, je vous sollicite donc, le conseil municipal pour demander les financements donc, à nos partenaires financiers, notamment l'État, la région et le département et la Coupe du Coup. Donc, il y a des votes contre cette proposition, des abstentions, le 4. Alors ensuite, toujours dans le même ordre d'idée, demande de financement pour le projet de requalification de l'ancienne trésorerie. Donc comme vous savez, ce bâtiment donc, a eu son usage pendant plus de 20 ans. La trésorerie donc, a travaillé à un regroupement de ces structures et notamment c'est sur la commune de Saint-Mathieu-de-Claviès que ce regroupement s'est exercé. Donc c'est maintenant la commune de Saint-Mathieu-de-Claviès qui a l'ensemble des locaux pour les trésoreries et les perceptions, avec un regroupement de secteurs. Bon, nous, on ne pouvait pas les accueillir puisque ça nécessitait d'accueillir au moins 15 salariés supplémentaires. On ne pouvait pas trouver de solution à agrandir la trésorerie pour accueillir ce personnel supplémentaire. Donc, on a donc acté la fin du partenariat donc, avec les trésoreries. Il faut savoir que donc, ce projet de trésorerie donc, a été créé réalisé en 2001, livré en 2001, et donc il a fait l'objet d'un emprunt par la commune sur une période de 20 ans, et qui ont été couverts par les loyers donc, qui ont été versés par la trésorerie pendant ces 20 années. Donc, le bâtiment est à nous, il est payé entièrement, c'est une très bonne opération. Je félicite à cette occasion le mandat d'Anne Tourneau, à l'époque les élus qui s'en sont chargés, c'était franchement une belle initiative. Il y a eu dans le même cas la Poste, l'ancienne Poste, qui a été traitée dans le même truc, et qui a permis à la commune de récupérer ces locaux là il y a quelques années, vous l'avez vu, on les a transformés, et aujourd'hui ces locaux rapportent à la commune. Donc ils ont été payés intégralement, pareil, par les frais des loyers. Et aujourd'hui, ils ne coûtent rien à la commune, au contraire, ils nous rapportent de l'argent, puisque aujourd'hui, ce sont des loyers qui rentrent, et les loyers, on en a besoin, particulièrement dans les budgets qui deviennent de plus en plus difficiles. Là, ce qu'on propose, donc, c'est de réaménager donc, cette bâtisse avec 2 logements de type T3 sur la partie haute de la trésorerie et sur la partie basse, de faire 2 locaux. Des locaux plutôt, je dirais, de service. On ne peut pas parler de commerce, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse vraiment sur ce lieu. On est plutôt sur des locaux de service. Le choix, bien évidemment, n'est pas arrêté aujourd'hui. L'objectif, c'est de créer ces deux locaux avec, je dirais, un maximum de possibilités d'utilisation. Voilà. Donc on essaie d'éviter de l'équiper de manière trop compliquée, de manière à ce que ce soit beaucoup plus ouvert. Bien évidemment, on continuera d'être attentif sur les sollicitations qu'on pourra avoir, bon, bien évidemment des gens du village en soi, mais également de l'extérieur. Après, bon, évidemment, les professions paramédicales sont quand même des sujets qui nous intéressent particulièrement, puisqu'on est sur un pôle qui a déjà un petit peu ce sens, et ça serait peut-être intéressant de poursuivre, à voir si on a des candidats et sur quelle pratique. Voilà, voilà en gros. C'est une bâtisse de maçonnerie traditionnelle. L'objectif, c'est de ne pas l'impacter, c'est-à-dire qu'on veut garder les ouvertures
que ce soit les accès, de manière à faire un minimum de coûts de travaux. Hein. Le but n'est pas de faire des travaux pharaoniques, c'est vraiment de réadapter le bâtiment, sachant que le bâtiment est en très bon état, il a été très bien entretenu, bien occupé, et donc il n'y a pas de démo sur ce bâtiment, ni en toiture, ni... voilà, ce bâtiment est sain, il est fermé, mais on l'a revisité il n'y a pas longtemps, il est très sain, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien du tout. Ce bâtiment, donc, est tout à fait facile à réaliser. Non, du coup, je voulais savoir concernant, vous dites que vous voulez garder la possibilité d'un large choix, un spectre assez large pour sa destination, plutôt à tendance administrative, et vous parlez de conserver au maximum l'architecture du bâtiment. J'aurais souhaité savoir, du coup, si à ce stade, vous pouvez nous confirmer que toute ouverture sera conservée en l'état. C'est-à-dire qu'on a un rappel de symétrie d'une voûte de projet IMO. Est-ce qu'elle est conservée? Est-ce qu'elle est condamnée? On a aussi un accès sur le parc par l'arrière. Est-il conservé? Est-il condamné? J'aimerais qu'on puisse savoir à ce stade d'avancement qu'il y a du plan si c'est conservé. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de modification ou un truc, mais le bureau d'études qui a été attribué à la société JRZ Sanova travaille bien évidemment maintenant au projet définitif, hein, et donc ils sont en train de retravailler l'avant-projet sommaire pour pouvoir le transformer donc, en projet définitif, et donc avec une consigne qui a été donnée par la commune, d'éviter en effet de créer des travaux qui pourraient être conséquents et qui augmenteraient considérablement le coût de la transformation. Non, c'est ma question, c'est pas de créer des travaux conséquents, c'est savoir si les ouvertures sont conservées, justement pour conserver ce large Il me semble avoir dit que les ouvertures seraient conservées. Non, mais voilà, si elles sont toutes conservées, c'est ma question. Je voulais juste conservées. Mais j'attends maintenant le projet définitif. Il faudra peut-être que les architectes vont dire à tel endroit, il est nécessaire pour de devoir élargir je parle pas ou améliorer une ouverture. Non, je parle de ne pas condamner. À ce stade, nous avons donné la consigne d'éviter de créer des ouvertures nouvelles ou de les modifier de manière excessive pour les pas condamner. engendrer des souhaits sur l'opération. À quel moment on pourra voir le définitif? Et bien là, pour l'instant, on est sur un avant-projet. Donc là, la maîtrise d'œuvre a été attribuée. Je pense qu'on va avoir un retour assez rapide, puisqu'on a un PC à déposer, normalement, d'ici mars, d'après le calendrier, avec notamment derrière, il y aura une délai d'instruction, donc de 3 mois, avec la purge, les recours des tiers. Hein, normalement, on pourrait considérer que la phase travaux peut être sous septembre. Mais à quel moment on peut consulter? Eh bien, là, pour l'instant, je peux vous faire consulter qu'à l'avant-projet. Ouais. On Ça reste à a l'avant-projet. une idée du budget, parce qu'il y avait un budget au Alors, moment des 4 appartements qui nous avait paru énorme. À l'époque, c'était aux alentours de 600 000 euros. Ouais, non, il y a un budget un peu moins, mais c'est environ quand même de 400-450 000 euros. Ouais, en estimation. La livraison des locaux commerciaux, c'est quoi? Ça sera quoi? Ça sera brut? Ça sera libre de choix pour celui qui prend le bâtiment? Ou vous allez faire quelque chose d'un peu abouti? Non, on va essayer de faire libre de choix, parce que pour pas se limiter justement dans la possibilité de. On va faire quand même le minimum pour que ça soit quand même, notamment il faut prévoir tout ce qui est eau, toutes les praticités qui sont nécessaires, parce que, bien évidemment, mais après on va essayer d'éviter de trop typer le bâtiment, parce qu'après on peut coincer Bien sûr. la destination. Le but étant locatif. Vous avez une idée des loyers qui pourraient être pratiqués? Oui, on a fait une estimation, c'est une opération qu'on amortit en 10 ans. En 10 ans. En gros, hein. Voilà. Vous pensez sur quel loyer à peu près l'estimation? On a un volume global de loyers qui sont de l'ordre entre 35 et 4 000 euros, en gros. Total? Qui peut être davantage. Totalisé? À étudier. Encore une fois, ça va dépendre des prestations finales qu'on va évaluer et sur lesquelles on travaillera. En gros, on est à peu près à ça. On va dire, globalement, c'est 10 ans d'amortissement. 10 ans d'amortissement. D'autres questions? Donc ce soir, à cette session du Conseil, il s'agit de m'autoriser à demander des financements, puisque là aussi on va aller chercher des financements. On a déjà un financement qui nous était notifié, donc j'espère qu'il n'a pas été annulé depuis, je pense pas, par le département de l'Hérault. Donc je pense que
ils vont tenir leur promesse. Si vous avez arrêté. Oui, je crois qu'on l'avait arrêté. C'est vite, mais je crois qu'on l'avait arrêté. Donc voilà, on va essayer d'obtenir quand même un peu plus d'aide. Je pense que de l'État, on ne pourra pas obtenir un peu plus parce qu'on ne pourra pas avoir 2 dossiers dans la même année, c'est pas raisonnable. Ou peut-être parce que bon, vous savez que maintenant les fonds qui sont attribués par l'État, il y a plusieurs sont plusieurs natures. Il y a notamment la DSIL, il y a la DETR et il y a le fonds vert. Donc on peut avoir de la DSIL sur un dossier, puis le fonds vert sur un autre. Donc, on va quand même envoyer le dossier. Quelquefois, on peut avoir la complaisance des services de l'État. Bon, on s'attend à quoi, 50% aussi de financement quoi. Je pense qu'on sera un peu moins. On sera un peu moins parce que, comment dire, pour pouvoir obtenir davantage, il aurait fallu carrément qu'on qualifie carrément ce bâtiment comme d'opération sociale à 100%, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc du coup, on bénéficiera peut-être de moins d'aide que si on avait coupé cette opération. D'accord. Je vais au vote cette proposition pour m'autoriser à demander les partenaires, à solliciter les partenaires financiers. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 4. C'est voté, je vous remercie. Alors ensuite, complément de commande, bah, c'est tout simplement le contrôle des équipements et des aires de jeu qui sont sur la commune, à la fois sur la plaine de loisirs, l'école, le parc. Donc là, on s'associe avec plusieurs communes de la côté de commune du Grand Pic Saint-Loup à ce groupement de commandes qui nous permettent donc de bénéficier de ces contrôles. Je vais parler plus pour vous dire sur ce point. Ce sont des contrôles qui sont obligatoires et que nous faisons chaque année, évidemment. Et donc il faut m'autoriser tout simplement donc, à signer donc, pour le compte de la commune pour permettre à l'ADE de lancer le marché d'exécution pour le contrôle de ces équipements. Sur les questions. Oui. Sur la page 4 là, de la convention, il est noté bien sûr contrôle des aires de jeu des équipements sportifs. Est-ce que c'est des contrôles de bureau de contrôle ou c'est des contrôles fonctionnels? Ah non, c'est des bureaux de contrôle parce que j'ai jamais vu les rapports. Le rapport de Kevin Savon, je faisais pas la consultation tout à l'heure, c'est sérieux. Hein, Oui, non, c'est pas seulement. le principe. Ouais. Non, mais là, c'est dans le cadre de bureau de contrôle ou c'est des contrôles fonctionnels? Parce qu'on a l'obligation de faire des contrôles visuels, au moins une fois par mois, contrôle fonctionnel, une fois par trimestre, et les validés par le bureau de contrôle une fois par an. Dans ce cadre, c'est quoi? C'est un contrôle une fois par an. Une fois par an, Pour l'instant, on répond à cette c'est obligation. style Socotec. Tout à fait. Tout à fait. Mais on a l'obligation, on a l'obligation de faire contrôle visuel. Visuel, oui, parce que la visuel, Fonctionnel. on le fait, je vais dire, je ne dis pas tous les jours, mais on surveille toujours en effet les allées jeux. Et quand on voit qu'il y a un défaut sur un jeu, soit on l'isole, soit on Il n'y a pas de contrôle fonctionnel à l'heure actuelle. Ça, il y a l'obligation. C'est régi par le. Voilà, il y a un décret qui est à ce sujet-là, je peux vous donner. Décret du 18-12-96. Mais c'est tous les 3 mois, je veux dire, ce jeu? C'est programmé sur l'année au moins une fois par trimestre. C'est des entreprises qui rectifient, qui réparent. Après, bon, c'est toute taille de commune, parce que C'est dans la règle des. Déjà, la note, c'était le décret. Le décret du 18-12-96. Merci. Nous aussi, en tous les cas, bon, nous on s'associe à son groupement de commande parce que toutes les communes aujourd'hui du territoire sont dans la même difficulté par rapport à ces contrôles, notamment sur l'installation et les jeux. Mais pour autant, après, on a la surveillance du quotidien, hein, on surveille au quotidien. Si on voit qu'il y a un jeu qui présente des signes de déglissement ou de faiblesse, on l'isole. Et voilà, et c'est vrai qu'on ne refait pas ce type de contrôle. Tu as noté, Marc, voilà. Chercher l'information, si tu avais nous envoyer C'est la DGCCRF. Ouais, bah, c'est ça. Ah, mais ils sont très forts pour produire des documents, mais derrière, ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas
Il n'y a pas une armée derrière Non, mais c'est des entreprises spécialisées qui viennent faire le contrôle. Bah oui, mais non, mais là, apparemment, ils viennent pas, quoi. Ah, À un oui, moment donné, je suppose, Non, pour non, qu'ils viennent, il faut les c'est adapter. la commune qui lance. Ouais, tout ça, ça coûte de l'argent aussi, tout ça. Oui, ils sont déjà petits, parce que petits. pour envoyer des Le jeunes, maire, c'est obligatoire. oui, non, mais j'entends bien, On va vérifier ça. Ça touche l'école et le parc. Le parc, bah, il y a l'école, le parc, mais la plaine de loisirs, le tennis, enfin, il y en a des jeux, des structures à contrôler. C'est pas notre. Voilà. Voilà, et puis pour m'autoriser à signer cette convention constitutive et comprendre comment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je mets au vote, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? On fait voter. Ensuite. Alors, avenant à la création du marché de plein air, peut-être que Martine, tu veux bien nous expliquer un peu. Ben, c'est très rapide, hein, c'est que du coup, comme vous avez pu le constater, on a donc modifié, enfin, la fréquence du marché maintenant est devenue hebdomadaire, alors qu'avant c'était prévu un dimanche sur deux. Donc du coup, ben, vu qu'on avait mis en place un règlement, dans le règlement il était indiqué que c'était donc bimensuel, enfin voilà, tous les 15 jours, et du coup maintenant on a mis que c'était hebdomadaire. Donc on a juste modifié ça, on a mis une fréquence hebdomadaire, voilà, dans l'article 2. On a aussi juste apporté aussi une précision quant à l'installation le matin pour les commerçants, dans l'article 2, où on leur met qu'il faut impérativement qu'ils soient là avant 8h30, faute de quoi le commerçant ne pourra accéder donc à sa place, ou peut-être à un moment, parce qu'on ne peut pas non plus laisser arriver comme ça les gens dans un cadre bien précis. Donc voilà, on leur a mis et qu'ils risquaient peut-être de ne pas avoir place si jamais ils arrivaient après 8h30. Et je crois qu'il y a une petite modification. Il y avait l'article 11, où du coup on a précisé que l'évolution des droits de place, qu'on vote donc en budget en délibération du conseil municipal, donc n'impacte pas ce règlement et qu'il les intégrera automatiquement sans qu'il soit nécessaire de délibérer à chaque fois ou chaque année quand il y a une modification de tarif. Donc il s'est intégré de façon et qu'on n'ait pas à chaque fois à revoter la modification du règlement de marché. Sinon, je pense qu'on n'a pas modifié grand-chose par rapport à celui qu'on avait déjà voté précédemment. Voilà. Merci Martine pour ces explications. Est-ce que vous avez besoin de compléments d'information? C'est bon pour tout le monde, donc je vais voter pour la modification, donc un avenant donc, au règlement du marché de plein air. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? D'accord. Convention pour la mise à disposition d'outils de prestations, notamment dans le cadre de la mutualisation. Donc, c'est un dossier donc, qui concerne le schéma de mutualisation qui a été élaboré en 2015 par la communauté de communes des Grands-Fixelous et qui se poursuit. En 2020, donc, on a souhaité le faire évoluer, avec notamment un certain nombre de prestations donc, que la communauté de communes désormais propose aux communes, notamment en termes de logiciels, en termes d'outils bureautiques, informatiques, outils de communication, diverses choses. Donc, ce sont des prestations donc, qui nécessitent une participation tout de même financière de la commune. C'est pas pris en charge intégralement par l'intercommunalité. Et la participation est selon la taille de la commune. Plus la commune est plus petite, plus la participation est grande de l'interco. Plus la commune est dotée de population plus importante, moins elle est aidée par l'interco. Nous, on est dans la tranche des communes de plus de 1500 habitants. Donc voilà, donc l'interco participe à 20% sur les différents frais qui incombent donc sur les différentes prestations qui nous sont proposées. Alors, en ce qui nous concerne, ça concerne l'application InfoFlash, qui est passée maintenant intramuros.
ceux qui n'ont pas encore suivi avec eux, mais bon, l'application Infoflash n'existe plus, on a fait une communication il n'y a pas longtemps dessus, mais il faut maintenant qu'on réalimente complètement cette application. Intramuros qui nous donne des informations sur la commune, notamment vous avez des raccourcis, on va dire, sur ce qui se passe sur la commune, mais aussi si vous avez besoin de joindre, les secours, il y a tout un tas de services qui sont derrière, la liste des associations, il y a tout un tas de choses qui doivent être alimentées encore, donc il y a encore du travail, le service com est dessus, pour pouvoir réalimenter cette application donc intramuros. Il y a également un logiciel de visioconférence, Zoom, parce que je suis intéressé, parce que forcément maintenant, ils sont tous amenés à faire de la visio, notamment sur les réunions, on le voit notamment dans les dossiers que l'on suit prochainement, il y aura des besoins de visioconférence. Il y a également le logiciel Macomune, également. Et puis il y a des formations, il y a la formation de secours, et puis il y a une formation sur le V96, c'est quoi ça? Ah, c'est la formation spécifique pour la conduite de la remorque des barrières anti-béliers pour les manifestations. Voilà, là il y a un permis spécial, il y a un permis spécial, tout ça, il fait. C'est ainsi. Donc, en 2024, donc, ça nous coûte environ 1200 € à peu près à cette année pour ces différents services. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui donc de re-signer cette convention et de pouvoir inscrire donc, au budget cette somme. Allez, des questions? Pas de questions, je me vote et vote contre. L'abstention. C'est voté. Alors, j'arrive. Allez, aux questions orales. Messieurs. Première question, donc, l'intégration des voiries privées dans le domaine public. Lors de votre campagne électorale, vous vous êtes engagé à intégrer progressivement les voiries privées dans le domaine public communal. Avez-vous défini un ordre de priorité ainsi qu'un calendrier de programmation dans cette intégration? Deuxième question, quel lotissement privé et ou rue privée prévoyez-vous intégrer en 2025 et début 2026? Alors, on a en effet fait cette proposition tout simplement parce que les lotissements privés, on le sait, au bout de quelques années, ce sont souvent des lotissements plus anciens, qui datent, présentent bien évidemment des signes de vieillissement et parfois souvent aussi des défauts d'entretien. Notamment sur les parties espaces verts, souvent, c'est quand même un problème. Sur la voirie, on n'a pas trop à dire parce que généralement, les lotissements, les voiries ne sont pas trop dégradées. En tout cas, certaines le sont. D'autres le sont un peu plus. C'est un problème puisque lorsqu'on récupère une voirie privée dans le domaine communal, la première chose qu'on devrait s'assurer, qu'on doit faire, c'est de s'assurer tout de même que le lotissement est en état de transfert. C'est quoi être en état de transfert? C'est en effet qu'il n'y ait pas, qu'on ne se trouve pas avec une rue défoncée, un lotissement qui n'a jamais été entretenu et qui soit complètement friche. Là, on se retournerait forcément vers l'association libre des copropriétaires ou vers les propriétaires si l'association entre-temps n'est plus active, pour faire en sorte quand même qu'on puisse récupérer dans de bonnes conditions, on va dire, ce lotissement. C'est un engagement de la commune, c'est pas simple parce que quelque part, c'est un transfert de responsabilité sur la gestion de lotissement. Donc c'est sûr qu'il faut avant bien mesurer. Dans beaucoup de cas, et beaucoup de communes l'exigent, ce qui est priorisé, c'est bien évidemment l'intérêt public à récupérer le lotissement dans le bon. Si on fait ça, on n'en récupère aucun quasiment. Hein, donc c'est pas le choix que fait la municipalité. On ne raisonne pas d'intérêt public, on raisonne tout simplement en disant voilà, ça fait partie du village, ça existe, c'est la vie de notre commune. Ce sont des lotissements qui sont faits comme ça, qui sont de nature privée. Mais je pense que si on les laisse à la seule charge du propriétaire, arrivera à un moment donné, de toute façon, on sera face à une difficulté parce qu'il pourrait y avoir du danger, il pourrait y avoir en tous les cas une vision du lotissement dégradé, ce qui n'est pas une bonne image de toute façon pour la commune. Donc, dans l'ordre des priorités, on n'a pas spécialement fait un ordre de priorité.
on a laissé, on a fait quelques communications et on a laissé, et certains copropriétaires sous couvert de leur association syndicale se sont manifestés auprès de nous. Aujourd'hui, on n'en a pas 50 qui sont attestés, on en a principalement 2. Voilà, sur lesquels on travaille et avec lesquels on est en train de discuter. Le cas aujourd'hui auquel on est confronté, c'est que bien souvent les associations syndicales, entre-temps, elles se sont plus ou moins... il n'y a plus de réunion, il n'y a pas eu d'assemblée générale régulière, les propriétaires ont changé. Donc on a un peu de mal à reconstituer ça. Les 2 lotissements sur lesquels on travaille actuellement, c'est Loré-du-Bois et le Pérou. Ce sont les 2 lotissements sur lesquels on travaille pour l'intégration dans le domaine public. On échange notamment avec les personnes qui représentent les copropriétaires. Et on prend en considération s'il y a une assemblée générale qui sollicite la municipalité ou bien sur les demandes individuelles qu'on traite bien évidemment de la même manière, sachant que dans certains statuts d'associations syndicales, il est précisé qu'il n'y a pas de besoin d'assemblée générale ou de l'accord de l'ensemble des copropriétaires pour que le lotissement puisse être transféré dans le domaine public. Donc on prend aussi en considération, mais on le fait aussi borné sur le plan juridique. On va derrière avoir un recours malvenu, je dirais, je trouve que là c'est juste pour rendre service qu'autre chose. Voilà. Donc le travail se poursuit, comme je dis, les 2 dossiers qui sont actuellement à l'étude, ça concerne ces 2 lotissements, et pour l'instant je n'ai pas d'autres intention pour l'instant d'intégrer des lotissements dans le domaine public. S'il y a d'autres demandes, on les traitera bien évidemment. Après, la démarche elle peut être faite par la municipalité sur l'intérêt public qu'elle peut avoir à intégrer un lotissement. Là, à ce moment-là, c'est une demande qui est faite par la mairie. C'est l'inverse, c'est pas le. Non, c'est la mairie. Voilà, on en est aujourd'hui. On est traitant. Ensuite, le deuxième point. Oui. Alors, c'est l'eau et l'assainissement, passage en régie publique. Depuis le 1er janvier 2025, la gestion de l'eau et de l'assainissement auparavant assurée par la SOR est revenue en régie publique sur décision de la communauté de communes durant X années. En conséquence, quel sera l'impact financier de cette transition pour les Matélois et Matéloises? Quel est le taux de rendement actuel du réseau d'eau potable sur la commune? Et quel est l'objectif de rendement fixé? Et en fonction, quels travaux seront prévus pour y parvenir? Alors, beaucoup de questions. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps un article assez complet, vous l'avez vu dans le livre, on va le refaire ici, mais qui a donné toutes les informations sur le pourquoi, le comment, notamment de cette prise de compétences et de cette décision de régie intercommunale. Bien évidemment, il y a toujours des impacts sur un tel transfert. Le constat aujourd'hui pour la communauté de communes, c'est que ce sujet de l'eau est un sujet particulièrement délicat et qui nous paraissait important sur le plan politique aujourd'hui d'en avoir la maîtrise dans une situation où l'eau devient rare et que nous aurons dans les prochaines années à nous inquiéter sérieusement de la ressource. Nous avons déjà des signes d'inquiétude, notamment en 2022, 2023, avec sur une certaine partie de notre territoire des restrictions dans l'utilisation de l'eau. Il faut quand même le savoir. C'est la première fois que ça arrive. Ça va certainement se reproduire. Pas parce qu'il a plu un peu plus l'année dernière et qu'il pleut complètement cette année. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière carte qui est sortie sur les ressources en eau du territoire. On est toujours quand même en situation préoccupante. Donc ça ne recharge pas pour autant les nappes phréatiques. Donc ça veut dire qu'il faut se préoccuper de la politique de l'eau. Comment on fait sur un territoire communautaire, on se doit d'avoir une distribution de l'eau équitable. Quand je dis de l'eau équitable, ça veut dire qu'il y a deux éléments importants. C'est que l'eau soit disponible partout, sur tout le territoire, sans restriction.
La deuxième, c'est que la tarification soit la même sur l'ensemble du territoire. Qu'il n'y ait pas de disparité de tarification, que ce soit à Saint-Jean-de-Bège, que ce soit à Saint-Gély, au Matel ou à l'autre. Donc ce sont les deux sujets sur lesquels la communauté de communes a travaillé. Parce qu'on a repris donc, cette compétence et qu'on a ouvert la tarification pour la régie, on a reçu dans ce même temps les conclusions des RPQS, qui sont les rapports de qualité du service de l'eau produits par les délégataires. Et malheureusement, on a pu constater qu'en 2023, ils avaient constaté des déficits assez conséquents sur leur budget. Ce qui veut dire que si la communauté de communes n'avait pas pris en compétence la régie de l'eau et de l'assainissement, elle serait repartie sur une délégation de services publics avec de toute façon une remise à niveau tarifaire. Quoi qu'il arrive, il y aurait une remise à niveau tarifaire. La communauté de communes absorbe, comme elle le peut, ce budget, c'est un budget à part, indépendant. Il ne doit pas être financé par le budget principal, il doit être financé par les factures d'eau et d'assainissement. C'est la règle. Donc pas question de voter un budget en déficit. Donc nous avons bien évidemment travaillé pour trouver la meilleure solution pour pouvoir voter un budget de départ sur la régie de l'eau. Donc pour notre commune, l'impact, vous l'avez vu, il y a un petit impact sur le prix du mètre cube d'eau, et il y a en moyenne sur l'ensemble du territoire, des communes qui sont bien évidemment qui vont avoir des efforts importants à faire, et d'autres qui paient cher et qui paieront moins cher. Donc globalement, les communes les plus pénalisées, ce sont celles de Saint-Clément-de-Rivière, de par son histoire, parce que Saint-Clément-de-Rivière payait très peu cher l'eau, mais tout simplement parce qu'il ne faisait pas d'investissement. Donc quand on ne fait pas d'investissement, c'est bien, on peut baisser le prix, mais après à un moment donné, quand ça casse, il faut réparer. Quand on répare et quand on pas mis sur le côté, bah, on est quand même dans une situation difficile. Et d'autres, c'est le contraire, ils ont fait beaucoup de trucs, donc ils sont obligés d'augmenter le prix de l'eau pour payer parce qu'ils ont eu des gros problèmes, notamment, je pense que les cas de Belfonès, notamment, qui ne veulent pas citer les autres. Nous, on est toujours un peu dans la médiane, globalement, on est quand même assez près, je veux dire, de ce prix moyen qui a été trouvé. Alors certes, il y a une petite augmentation du prix de mètre cube d'eau, mais la communauté de communes s'engage à travailler sur la politique tarifaire de l'eau, et notamment sur la tarification sociale, qui va intervenir là prochainement. Le travail est en cours, où on va faire des propositions par tranche, on puisse permettre, en tous les cas, pour les foyers les plus en difficulté, de ne pas avoir une tarification trop élevée. La difficulté aujourd'hui, c'est la prime fixe. La prime fixe impacte les foyers où il n'y a qu'une personne dans un foyer va payer la même prime fixe à l'année qu'un foyer avec 3 ou 4 ou 5 personnes. Alors, il y en a qui disent, ouais, ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Bon, si aujourd'hui on avait appliqué les primes fixes, le budget on le ferme, on ne peut pas. Donc on sera obligé d'avoir une augmentation importante. Donc pour l'instant on est resté sur ce dispositif, mais on va quand même étudier cette situation qui est particulière. Il y a aussi la situation des logements qui sont des logements qui sont uniquement des logements de vacances, occupés 1 ou 2 fois par an. Et qui demeurant ont des primes aussi, la prime fixe aussi à payer toute l'année. Mais pour autant, c'est comme ça. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on doit encore travailler. Donc pour notre commune, oui, en effet, il y a une petite augmentation des prix, mais l'impact est quand même assez faible. Ça a été expliqué notamment dans le journal. On passe maintenant, on était à 3,93 €, nous passons à 4,21 € le mètre cube. La moyenne nationale est à 4,46 €. Voilà. Je crois que j'ai essayé de vous dire un petit peu tout. D'ailleurs, j'avais pris quelques notes, donc je vérifie si j'ai quelque chose que je ne voulais pas. Voilà. Après, bon, il y a également des travaux qui vont être engagés par le conseil d'exploitation. C'est un conseil d'exploitation, et notamment, on va travailler aussi sur l'accompagnement, notamment pour les récupérateurs d'eau, en fait, tout ce qui va aussi nous faire économiser de l'eau.
la meilleure économie qu'on peut faire aujourd'hui sur l'eau, c'est de moins la consommer. Ça répond à deux avantages. Un, déjà, on économise de la ressource et on fait des économies. Donc ça, c'est la meilleure chose. Moins consommer. Voilà pour ça. Ensuite, Le troisième question. ah pardon. Oui, pardon, Le taux de rendement, vous savez. le taux de rendement sur l'ensemble du territoire est de 79%. Nous, on a un taux de rendement qui est un petit peu inférieur parce qu'on a encore malheureusement des eaux parasitaires qu'on n'a pas réussi à régler, nous, quand on avait la gestion de la station et qui reste encore un problème. Donc, on a toujours encore ces difficultés sur ces eaux parasitaires. On est à 79%, c'est un très très beau taux. Donc la troisième question, coloration du Liron le samedi 8 février dernier, donc il y a 2 jours, il a été constaté une coloration verdâtre inhabituelle du Liron, suscitant inquiétude et interrogation en réel. Dans un poste publié sur le Vendée-Matin, votre premier adjoint a évoqué une expérience de traçage à la fluoroécéine mandatée par la communauté économique entre Casse-Vieille et les Matins. Pouvez-vous nous apporter des explications plus détaillées sur cette opération? Quel était son objectif et son cadre? Pourquoi aucune information préventive préalable n'a-t-elle été diffusée auprès des habitants afin d'éviter toute inquiétude? Alors, en effet, bon, ça a été mandaté par la commune dans le cadre de service de la direction de l'assainissement. C'est la société RDA qui a été mandatée pour faire. Ce sont des traçages, il y en a souvent des traçages. Là, la particularité de ce traçage, c'est qu'il a plu très rapidement derrière et que donc toute la fluorescence, elle est partie dans le truc, elle est arrivée bien plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et c'est ce qui a surpris, bien évidemment, tout le monde. Sinon, vous l'auriez même pas vu. Parce que les tests à fluorescence, il y en a très 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 souvent. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il y en avait une autre qui était en préparation, d'une autre couleur d'ailleurs. Je ne tenais pas, ce sera peut-être rose la prochaine fois, jaune, ou bleu. N'ayez pas d'inquiétude. Bon, ce sont des tests qui se font assez évidemment, voilà, notamment entre le plateau de Casse-Vieille et la commune des Matins, bon, tout simplement pour faire des repérages, je dirais, sur le drage de l'eau. On voit bien que l'eau, entre le plateau de Casse-Vieille et ça arrivait ici, en fait, là, cette fois-ci, on a pu le constater assez rapidement. Et ça a été un peu comme une chasse, quoi, en fait, hein, pour le coup. C'est arrivé très vite. Et donc la coloration, elle a été assez importante et immédiate. Normalement, elle chemine tout doucement dans le truc, donc quand ça arrive là, vous voyez quasiment rien. Voilà, donc c'est ce qui explique, je dirais, cette coloration qui a bien évidemment surpris tout le monde. Voilà. C'est plus facile. Mais oui, sinon, il le fera pas quand même. C'est inoffensif. Pas d'inquiétude. Voilà pour les questions orales. En information ouverte, Christian, je vais peut-être que tu redonnes un point sur les explications. Oui. Tu peux faire un point encore plus annuel d'investissement. On va continuer un projet annuel d'investissement sur le carrage public. C'est terminé là au mois de janvier. Là. C'était sur l'année 2024. Donc on a changé tout ce qui est l'armoire village et le poste foyer. On a changé 44 rétrofits sur des lanternes, c'est-à-dire rétrofit, c'est ce qui est à l'intérieur de la lanterne. Et on a changé 34 lanternes, par exemple, comme celles qui sont ici. C'est des nouvelles lanternes, tout en LED. L'année prochaine, on va continuer, je reçois notre chargé d'affaires le mois prochain. On va voir quel secteur on fait et on continue. Ils ont des fonds verts pour faire ce travail en continuant, parce que je vous rappelle que c'est un plan pluriannuel jusqu'en 2027. Et toute la commune sera équipée de LED sur l'éclairage public. Voilà. Ok, merci. Peut-être tu veux nous faire aussi un point sur les textiles. On avait demandé des textiles. Une information je note chaque année sur les colonnes textiles qui ne s'arrêtent pas d'augmenter. On était en 2023 à 7936 kg et on arrive en 2024 à 8233 kg. Donc c'est des colonnes qui fonctionnent, qui sont ramassées à peu près tous les 15 ans. C'est quelque chose qui fonctionne. Voilà.
Ok. Dans les informations, je veux dire que la municipalité est actuellement en train de mener une réflexion sur le boulodrome, qu'on appelle le boulodrome, la place de la mairie, qu'on appellera certainement bientôt la place du marché, puisque bon, là, cette fois-ci, on saura de quoi on parle, parce qu'on parle de boulodrome, souvent maintenant, on peut imaginer que c'est à deux points. Donc vous l'avez constaté certainement vous-même aussi, la banlieue est en train de partir complètement en théorie. Entre bon, les périodes de gel, forcément, l'hiver, c'est souvent plus pire. Là, les fortes pluies qu'on a eues, enfin bon, là, on n'arrive plus à tenir. On a procédé à des rebouchages en régie, mais bon, ça donne rien du tout. Ça se dégrade aussi vite. Hein. On n'a pas si vite que bon, ça se refait. Donc là, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Donc on va lancer une consultation pour étudier ce qu'on pourrait faire sur ce hippodrome. Soit en réparation, soit en inscription budgétaire, on va voir comment on fait, mais bon, on va traiter ce problème puisque ça commence à prendre des proportions. Dans le même ordre d'idée, on a pu faire également, pardon, Il n'y a pas de groupement de marché. on a un groupement de commandes qu'on avait fait, notamment voirie, dans lequel on pourrait inclure, on va voir si on peut pas se glisser là-dedans. Sachant qu'à terme, ça ne devait pas être un revêtement classique du Grenoble. Quand je dis à terme, c'est le projet En fait, c'est ça le problème, c'est que bon, c'est un dossier qu'on doit traiter normalement dans son ensemble avec le traitement de l'ancienne école et tout ça. Et le marrant, c'est que là, on ne pourra pas attendre. Parce qu'on ne va pas laisser comment dire, cette surface. Bon, on va se tordre les pieds. Enfin, je dis, il peut y arriver n'importe quoi. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'il y ait un accident. Donc là, ça commence franchement à prendre voilà, des proportions qui ne permettent plus d'attendre. Donc, soit encore, en effet, on va sur une réparation ou on va sur une première phase, un avant-projet, pour requalifier cet espace. Ça va être beaucoup plus onéreux et ça sera forcément plus difficile. On va voir, on va l'étudier, on va voir ce qu'on peut faire. La réparation en soi, si c'est faire un patchwork, ça marche pas. Non, on est tout à fait d'accord. Il avait été parlé d'une désimperméabilisation, je pense qu'il faut continuer à partir en ce sens et mettre un revêtement qui soit propre, refaire vivre ces platanes de la place du boulodrome. Je pense que c'est ce qu'attendent vraiment les habitants. Et d'accord, il faut répondre à cette attente-là. C'est une opération, c'est ce qui est prévu, effectivement, mais avant d'y Non, mais arriver, il va c'était falloir pas que clair, déjà- ça repartait sur une réimperméabilisation. il y a déjà un chiffrage là-dessus, bon, c'est pas neutre. On a des budgets à tenir, vous le verrez, quand on en parlera, c'est dans pas longtemps. Il y a des revêtements provisoires qui peuvent faire aussi l'affaire, et en tout cas, on va cas se figure que c'est ça. Je voulais donner comme information ce soir, Les revêtements provisoires. pour montrer que quand même on s'inquiète de cette situation. De la coupe de pignon, par exemple. Ouais, c'est que du sable. Non, de la coupe de pignon. Oui, Stabilisé, la recoupe de pignon, c'est du sable. comme le parking de la plaine de loisirs. Ah, mais ça, désolé, c'est du gros lac. Ou le boulodrome C'est pas la même chose. de la taille. Ensuite, il y a également, on a récupéré enfin tous les devis concernant les remplacements des compteurs, qui servent notamment lorsqu'on accueille les fêtes, les forains, les machins. Il y a trois lieux donc, qui sont traités pour requalifier ces compteurs qui sont au bout de leur vie là aussi, mais en termes de sécurité maintenant, il faut vraiment qu'on fasse autre chose. Donc ça, il y en a récupéré dans tous les devis, donc on va faire des instructions budgétaires. Bon, il y a 3 lieux qui seront concernés, bon, évidemment ici la place du marché, un renforcement de la médiathèque, puisqu'on a souvent maintenant des manifestations sur le champ à côté, donc il faut renforcer la puissance, qui n'est pas suffisante, et puis la plaine de loisirs, qui aujourd'hui aussi est utilisée pour certaines manifestations sur lesquelles il faut renforcer il faut tirer aussi des câbles et installer un compteur. Ensuite, concernant Martine, tu avais 2-3 messages pour la médiathèque, je crois, il y a une expo. Oui, du coup, Sachant qu'il y a le calendrier qui est sorti, je crois, des. voilà, il y a le calendrier Cindy, donc après le calendrier de toute la manifestation, vous pouvez retrouver chez les commerçants, sur le site internet de la mairie. Donc là, on reprend vraiment tout ce qui va se passer dans le village, mois par mois. Donc aussi bien ce qui se passe au niveau associatif qu'au niveau municipal. Voilà. Bon, non, autrement, c'était côté médiathèque. C'est vrai que on va avoir une exposition avec un vernissage qui va avoir lieu le
le 6 mars, et donc Madame Mourgue, qui est une assistante dénatale qui vient donc exposer ces photos. Et puis surtout, il va y avoir un spectacle le 8 mars à la médiathèque, un spectacle donc, qui est organisé par la communauté de communes, hein, qui donc, vient donc, s'installer à la médiathèque. C'est le placard de Mahé, c'est pour les enfants. Donc là, pareil, c'est sur inscription, donc je vous invite à voir auprès de la médiathèque et à inscrire les enfants. Et puis, donc, pas mal, on va avoir une présentation littéraire, aussi en partenariat avec la bibliothèque de Bourse Bleue. On va signer donc un partenariat avec eux. On va avoir une présentation littéraire le 11 mars à la médiathèque, des rencontres avec des auteurs, et puis et avec 3 auteurs également, fin de mois, toujours avec Bourse Bleue. Voilà, donc je pense que sur le planning du mois, mensuel, vous allez retrouver, il se passe beaucoup de choses dans le village. Et vous avez fait toutes les informations maintenant qui nous sont données. Parfait. Merci Martine. Bien, écoutez, on est au bout de l'ordre du jour. Je vous remercie pour les échanges et votre attention. Je lève la séance. Au revoir.